puisqu'on va reparler évidemment de l'actualité aujourd'hui aux États-Unis avec ce drame à Minneapolis qui fracture, je vous l'ai dit, à la société américaine. Et pour bien comprendre, il y a aussi les réactions politiques. On va écouter d'un côté les réactions démocrates, puisque l'État du Minnesota, c'est l'État de la ville de Minneapolis, est à majorité démocrate. C'est Tim Walz, l'ancien colistier de Kamala Harris, qui en est le gouverneur. Écoutez la réaction à la fois de Tim Walz après ce drame et également le chef de la police locale. Combien d'autres résidents, combien d'autres Américains doivent mourir ou être grièvement blessés pour que cette opération s'arrête? Combien d'autres vies doivent être perdues avant que ce gouvernement ne réalise que son discours partisan et politique est moins important que les valeurs américaines? Cette occupation fédérale du Minnesota a depuis longtemps cessé d'être une question d'application des lois sur l'immigration. Il s'agit d'une campagne de brutalité organisée contre les habitants de notre État. Donald Trump, je vous demande une fois de plus de retirer ces forces du Minnesota. Elles sèment le chaos et la violence. Voilà pour les réactions démocrates et réactions de l'autre côté des républicains en la personne de Donald Trump. Et lui met en cause justement cette police locale. Où est-elle? Pourquoi ne leur a-t-on pas permis de protéger les agents de cette police immigration? Le maire et le gouverneur les ont-ils rappelés alors très clairement? Elisabeth Schepard-Sellam, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a deux versions, mais il y a surtout une fracture autour de ce drame. Il y a une fracture autour de ce drame qui n'est pas forcément toujours gauche-droite. Moi, je écoutais le sénateur de Louisiane, Bill Cassidy, qui disait que les événements sont incroyablement perturbant et qui appelait justement, on parlait de cette nécessité d'une enquête, il a dit on a besoin d'une enquête, mais une enquête avec les fédéraux, mais aussi l'État pour qu'on puisse arriver au bout de ces histoires. Il a dit, ça montre une image du gouvernement fédéral que même des républicains plutôt proches de Trump ne veulent pas montrer. C'est pas normal et même parmi les républicains, ça commence à faire mouche. Pas sur l'immigration, il faut être fort sur l'immigration, mais sur les moyens que déploie ICE aujourd'hui, ça pose des problèmes et ça fracture à droite, bien évidemment à gauche aussi. Dominique Simonet, aujourd'hui, il y a deux Amériques qui se font face à face. C'est difficile de dire qu'il y a deux Amériques parce que, vous savez, on a toujours... moi, quand je regarde les cartes électorales où vous voyez du bleu et du rouge, je dis toujours rapprochez-vous dans les pixels et vous voyez que dans les États bleus, il y a plein de rouge et dans les États rouges, il y a plein de bleu. C'est mélangé, forcément, puisque c'est carrément 50-50 et ça l'a été depuis longtemps. Donc, je crois que c'est compliqué. Il y a surtout un bloc d'Américains qui oscille un petit peu entre les deux, qui a quand même un esprit démocratique, qui considère que ce qui se passe avec Donald Trump va secouer la démocratie dans un mauvais sens. Mais c'est vrai qu'il y a une polarisation de plus en plus accentuée, qui est très préoccupante, que ça relève aussi de l'intention de Donald Trump de développer le pouvoir exécutif. On le voit depuis qu'il est là. Il a écrit d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure avec Elisabeth avant de venir sur le plateau, on se souvient pendant la campagne électorale, c'était clair, c'était affiché, c'était le projet du candidat Trump et il l'applique. C'est ça qui nous étonne, mais il fait ce qu'il dit en fait, c'est-à-dire qu'il renforce son pouvoir exécutif, son pouvoir personnel. On le voit à l'international, mais on le voit à l'intérieur aussi. Et ça participe, ce qu'on voit à Minneapolis, de ce souci de Donald Trump d'étendre un peu ses prérogatives sur les États, évidemment, surtout sur les États démocrates, notamment, par exemple, avec l'idée d'utiliser la garde nationale, qui est une garde fédérale, qui normalement doit être déclenchée par le gouverneur. D'ailleurs, je crois que Tim Walz l'a fait. Il est allé un peu, il a pris les devants. Mais donc d'affirmer une forme de suprématie du fédéral, donc de la Maison Blanche, sur les États. Et quand on réfléchit, on se dit, mais c'est en fait ça va à l'encontre de l'esprit des républicains traditionnels qui, eux, au contraire, étaient très, très attachés aux droits des États. Un des signes de la fracture, je vous donne la parole juste après, parce qu'on a notre correspondante sur place à Washington qui, évidemment, suit de près et elle nous parle des manifestations et de l'ampleur de ce drame sur l'opinion publique. Écoutez, c'est Justine Jankowski.
Oui, quelques heures seulement après le meurtre, on a vu des manifestants se rassembler à Minneapolis, bien sûr, mais pas seulement, aussi à New York, à San Francisco ou même ici à Washington. Et il faut dire que la veille, déjà le vendredi, on a vu plusieurs manifestations avec par exemple des milliers de personnes qui ont marché à Manhattan pour protester contre l'ICE, la police de l'immigration. En fait, les Américains sont en colère depuis la première bavure policière, là, le meurtre de René Good le 7 janvier dernier. Et puis ce qui a attisé la révolte cette semaine, c'est l'arrestation d'un enfant de 5 ans seulement à Minneapolis. Cette arrestation, elle a fait la une de tous les médias, on l'a vu partout sur les réseaux sociaux. On ne parle pas pour l'instant d'un déferlement massif, d'une contestation nationale dans toutes les rues, mais c'est vrai que cette deuxième bavure policière, elle entraîne une onde de choc, une onde de colère ici aux États-Unis, dans la population, mais aussi dans la classe politique. Les démocrates, les élus démocrates appellent à l'abolition de la police de l'immigration. Niagali Bakayoko, est-ce que cette colère à Minneapolis, elle peut faire tache d'huile dans tout le pays ? Ce qui est important de rappeler, c'est que c'est aussi à Minneapolis qu'ont eu lieu les émeutes qui ont suivi la mort de George Floyd, qui est un élément majeur dans l'histoire politique américaine, qui a commencé à polariser les deux camps, cette fois-ci plutôt avec une mobilisation massive du côté de la gauche américaine, voire du mouvement qualifié de woke par les autorités actuelles. Et cette surenchère que l'on voit, elle pourrait encore aller plus loin parce que Donald Trump menace aussi d'invoquer l'Insurrection Act, c'est-à-dire qui lui permettrait de déployer en plus des forces armées, donc d'aller encore au-delà de ce déploiement de ces unités vouées à lutter contre l'immigration. Alors justement, la question qu'on se pose, c'est que est-ce que ça peut fragiliser Donald Trump sur le long terme ? On sait que l'épisode de George Floyd avait vraiment fragilisé aussi le président américain. C'était quelques mois avant quand même l'élection. Oui, c'est vrai que c'est pas ça qui a fait basculer, mais quand même, ça avait marqué l'opinion à ce moment-là. Mais il va falloir aussi juger Donald Trump sur les résultats. Hélène Bonnet, aujourd'hui sur l'immigration, Dominique Smel disait, aujourd'hui Trump fait ce qu'il dit, il fait son programme, et apparemment, d'après les premiers chiffres, pour la première fois depuis 50 ans, le solde migratoire américain est négatif cette année. Oui, c'est ce que dit Brookings Institution, c'est un think tank qui fournit quelques chiffres. Alors quand on dit que le solde net migratoire est négatif, ça veut dire qu'il y a plus de départs donc, que d'arrivées. En 2025, c'est entre moins 10 000 et moins 295 000 personnes. Alors c'est une fourchette très très large, mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que même au-delà de cette étude, on voit qu'il y a des chiffres quand même qui varient assez fortement. Et en 2023, regardez, ce solde, il était de plus 3,4 millions de personnes. Donc vous mesurez quand même la différence. C'était un pic d'immigration en 2023 aux États-Unis. Alors si on regarde dans le détail, on voit bien donc il y a eu pendant les premières années de mandat de Donald Trump une baisse, d'abord de l'immigration légale, quasiment divisée par deux. Donc ce sont les demandeurs d'asile. Et puis également baisse de l'immigration illégale, entre moins 85 et 92% de baisse. Donc on voit bien que la porte d'entrée aux États-Unis, elle s'est vraiment verrouillée. Mais si on regarde le niveau des expulsions, et Sylvia en parlait tout à l'heure, il est à peu près équivalent. On reste quand même dans une fourchette assez similaire. La différence, c'est que toutes ces expulsions, elles se font plus à la frontière, elles se font via les descentes de police, donc notamment celle de la fameuse ICE. C'est là que Donald Trump a concentré des moyens. Est-ce que c'est efficace ou pas ? Pas autant que le souhaiterait Donald Trump, parce que pendant sa campagne, il avait parlé d'expulser plusieurs millions de sans-papiers. On en est loin. Mais l'action de la police, je vous le disais tout à l'heure, en fait, elle est extrêmement médiatisée. Et c'est ça, c'est un des succès sans doute de ICE, parce que d'une part, ça va décourager aussi peut-être certains candidats à l'immigration. Il y a même un programme qui permet de s'auto-exiler, qui est mis en place. Mais c'est surtout aussi une manière pour Donald Trump de montrer justement à son électorat qui attendait vraiment une mesure forte sur l'immigration, et bien qu'il fait quelque chose, même si les objectifs ne sont pas totalement remplis. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression que ça peut fragiliser Donald Trump, mais Marc Semo, quand on voit ces résultats-là, la partie républicaine, les électeurs républicains sont très satisfaits des résultats de Donald Trump. De fait, l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, soi-disant, même si beaucoup de ceux qui sont touchés ne le sont pas, c'est un levier politique. Dominique en parlait, la théorie
avant même l'arrivée, le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, c'est celle de l'exécutif unitaire. C'est-à-dire étendre au maximum les pouvoirs du chef de l'exécutif, en l'occurrence le président de la République. Et de fait, déjà Trump a des pouvoirs sans équivalent en temps de paix aux États-Unis par rapport au Congrès, par rapport, enfin aussi bien au Sénat que par rapport à la Chambre des représentants. Alors il y a la Cour constitutionnelle, mais elle est dominée par des juges conservateurs qui reprennent aussi désormais cette théorie à leur compte. Donc il y a ça. Et la deuxième chose qui est extrêmement frappante, c'est à quel point il y a une espèce d'intensification. Non seulement il fait ce qu'il a promis qu'il ferait, mais il le fait de plus en plus vite. Il y a une accélération de la trumpisation des choses, que ce soit en politique intérieure, avec la logique de guerre civile, que ce soit en politique extérieure, comme s'il voulait ancrer, cranter le maximum de faits accomplis avant les élections midterm de novembre prochain. Et là aussi, ça ne peut qu'encourager une montée des tensions ces prochains mois aux États-Unis. Elisabeth. Juste pour rappeler, on parle, autant Marc que Dominique on parlait de cette toute-puissance de l'exécutif. Il y a quand même un projet, c'est pas simplement Trump, il y a un projet qui est couché sur papier par la Heritage Foundation. Ça va bien au-delà de Donald Trump, ça inclut Vance, ça inclut un certain nombre d'idéologues dans son administration, donc c'est quelque chose à long terme. Ce que je dirais sur l'affaiblissement ou pas de Trump, je pense que s'il y a quelque chose qui va l'affaiblir, c'est surtout sur le coût de la vie. On en parlait aussi tout à l'heure, avant de venir en plateau, en amont des midterms, parce que c'est ça qui... Les Américains sont très touchés parce qu'ils les touchent individuellement, et ça c'est vraiment... Et justement, on est en ligne avec un Français qui vit aux États-Unis, précisément dans le Minnesota. Bonjour Jérôme Château, vous êtes en direct sur LCI avec nous. Concrètement, la question qu'on se pose ici en France, quel est le retentissement de ce drame aux États-Unis? Est-ce que c'est concentré, la colère est uniquement concentrée à Minneapolis ou elle va bien au-delà? Je pense qu'elle va bien au-delà, mais je suis évidemment mieux placé pour comprendre sa dimension ici sur place. C'est une situation sans précédent. Et je pense qu'on était déjà à un espèce de tipping point, un point de transition avec Ronnie Good. Et cette fois-ci, c'est comme si on enfonçait le clou une deuxième fois. Je pense qu'on est dans un moment quelque part de grande incertitude à bien des égards. Vous habitez à Minneapolis. Est-ce que vous sentez, vous, dans votre quotidien, cette pression de cette police anti-immigration dans les rues de la ville? Ah oui, elle est énorme, parce que elle est énorme de bien des manières. Déjà, quand on sort et qu'on se promène pour je ne sais quoi, pour faire quelque chose, les chances qu'on rencontre une caravane d'ICE suivie des observateurs qui klaxonnent et les sifflets, cette probabilité est très élevée. Ensuite, on va dans les restaurants ou dans les magasins. Une grande partie de ces restaurants sont fermés parce qu'ils sont fermés pour la sécurité de leurs employés, où il y a aussi une baisse de fréquentation pour les commerces latinos. Et j'habite dans un quartier très proche des différentes communautés somaliennes, latinos, et qui sont particulièrement affectés. Et même les business qui n'ont rien à voir avec ces communautés directement sont aussi affectés, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est à l'esprit en permanence et qui est anxiogène. Vous qui habitez à Minneapolis, pourquoi cette police immigration, cette ICE comme on l'appelle, est plus présente dans votre ville, dans votre État, que dans d'autres États américains? C'est une bonne question. Et il y a eu un acharnement vraiment sur Minneapolis. Et je me pose la question, pourquoi cet acharnement? On a quelques éléments, bien sûr, une espèce de revanche sur Tim Walz, un État très démocrate, mais je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin. Et puis surtout, cette histoire de fraude qui a été attribuée en grande partie à la communauté somalienne, donc on peut en rajouter une couche raciste sur ce problème purement circonstancielle dans un sens, et pas particulier entièrement au Minnesota. Donc il y a eu différents prétextes, certainement, qui font que tout d'un coup il y a un ciblage total sur notre État et sur notre ville et notre communauté. Et quelque part, je me dis, qu'est-ce qui fait ça? C'est comme si cet État, et c'est un peu le meilleur élève des États-Unis, le Minnesota, c'est le meilleur en longévité, c'est le meilleur en engagement politique, la plus grosse participation aux élections, 80% d'élections professionnelles, plus grand nombre de bénévolats, meilleure éducation, lectorat. Bref, c'est un État politiquement engagé, de gens
éduquée, avec le plus grand nombre de sièges de multinationales par habitant, le plus grand nombre de places de théâtre vendues aux États-Unis par personne après New York. Donc c'est pas n'importe quelle communauté, Minneapolis. C'est vraiment assez spécial. Quelque part, j'en parle comme étant le Danemark des États-Unis, un petit microcosme social-démocrate au milieu d'un ensemble d'États qui le sont beaucoup moins. Et je pense que ça contribue à ça. En plus, la députée de Minneapolis est noire, musulmane, elle porte le hijab, le conseil municipal est composé en grande partie de démocrates socialistes, beaucoup de musulmans aussi, le procureur national de l'État est musulman et noir. Quelque part, il y a de manière sous-jacente un autre discours contre Minneapolis en particulier et contre notre communauté. Jérôme Château, vous restez en direct avec nous. Je voulais faire réagir Dominique Simonet lorsque Jérôme Château évoque un ciblage, presque un harcèlement de Minneapolis sur cette police. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je pense que Trump veut faire un exemple. C'est effectivement, il y a tout ce qui lui convient, c'est-à-dire Tim Walz, qui est quand même, qui est une figure du parti démocrate. C'est un État très démocrate. Le maire aussi est démocrate. Donc il y a il y a effectivement un problème de fraude important, de scandale qui touche les démocrates. Donc tout est bon pour que Donald Trump en fasse une cible. Et je voulais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les chiffres de l'immigration. On voit aussi qu'il y a une grande confusion entre ce qui est immigration légale et immigration clandestine. Tout ça est un peu mélangé dans les discours de la Maison-Blanche. L'immigration, c'est tout mauvais, quoi. C'est des délinquants, tout se mélange. Or, c'est pas exactement la même chose. D'abord, il y a une partie de l'immigration clandestine qui est dans une zone grise. Beaucoup de gens par exemple, sont américains, mais leurs parents ne le sont pas. Leurs parents sont arrivés de manière clandestine. Certains attendent un statut. Il y a des demandeurs d'asile qui attendent un statut qui n'est pas réglé. Ils doivent aller plusieurs fois au tribunal. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont dans une semi-légalité. Ça ne fait pas d'eux des délinquants. Et il y a surtout une chose très importante, c'est que une partie de l'immigration, je parle de la clandestine, participe à l'économie aussi. Quand vous habitez en Californie, vous savez très bien que pour faire votre maison ou de faire une palissade, moi je l'ai vu chez les voisins en Californie, en une matinée, il y a une palissade qui se crée avec du bois, qui prendrait quelques jours dans un pays européen. Là, ça prend 3 heures, mais parce qu'il y a une armée de travailleurs mexicains qui arrivent. Évidemment, une certaine partie d'entre eux sont clandestins, mais ça participe à l'économie du pays. Dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans les services, dans l'hôtellerie. Il y a plein d'endroits comme ça où une société fonctionne aussi avec une petite dose de zone grise, sachant que ce ne sont pas des délinquants. Et donc, je pense que Donald Trump, avec cette politique, d'abord tue aussi le désir d'Amérique. Et là, je parle de l'immigration légale. Il y a beaucoup moins maintenant de gens qui veulent immigrer aux États-Unis de manière légale, parce que c'est très compliqué. On voit ce qui arrive sur les visas, les chercheurs aussi, les professeurs. Il y a donc ce fameux rêve américain qui était quand même quelque chose d'extrêmement, c'est comme un aimant, c'est très attirant, c'était une force pour les États-Unis. Il est en train de s'effriter et il affaiblit vraiment les États-Unis. Et on voit que l'économie en souffre et commence à en souffrir de plus en plus. Et je ne parle pas des droits de douane. Ouais. Jérôme Château, votre témoignage évidemment est précieux. Je rappelle que vous êtes un Français qui vit à Minneapolis. Hélène Bonnet, notre reporter, service international, elle a une question pour vous. Allez-y Hélène. Oui, je me demandais, donc on imagine la réaction des démocrates, mais sans doute connaissez-vous peut-être des électeurs indépendants ou républicains. Comment réagissent-ils à ce qui s'est passé hier, au décès de René Good et puis plus globalement à la présence et aux méthodes de cette police ICE? C'est pas toujours facile d'avoir les réactions du camp, pas forcément opposé, mais enfin différent du mien, parce que je vis dans une communauté où
où les gens votent à 95% démocrates. Donc, mais j'ai des contacts avec beaucoup de personnes qui habitent en milieu rural et j'étais étonné de recevoir des appels me demandant comment les choses se passaient. Je crois qu'il y a une certaine gêne, un certain embarras. Et là, avec ce nouveau cas qui se produit, cette histoire de pistolet, vous avez tout le lobby gun qui semble assez concerné par ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais il y a un élément conflictuel entre le droit du port d'armes et le premier amendement de droit d'expression. Enfin, toutes ces questions se trouvent posées dans ce dernier meurtre, si on peut dire, enfin cette dernière tragédie, je devrais dire. Donc je crois que ça met toute une partie de la population plus modérée, pas forcément MAGA 100%, qui reste au fait une portion minoritaire aux États-Unis quand même. Je crois que la gêne, l'embarras, les questions surviennent maintenant sur une grande partie de l'électorat et ça va se retrouver au Congrès, j'espère, cette semaine pour le vote du financement du DHS. Mais vous parlez de gêne et d'embarras. Est-ce que vous sentez que ce drame peut fragiliser, notamment pour les midterms, vous l'avez dit dans quelques semaines, Donald Trump ? Oh, ben sans aucun doute, mais je pense que cette fragilisation est en cours depuis un moment. Et cette tragédie, on n'a pas encore, c'est tout frais, c'est arrivé hier, on n'a pas encore le recul. C'est difficile encore de mesurer l'ampleur du retentissement dans toutes les couches sociales et politiques et les différentes régions des États-Unis. Mais je pense que ça va aller très très loin. Et encore une fois, la première étape va être cette semaine au Congrès. Mais j'attends aussi l'étape judiciaire qui est en cours et qui a été portée par l'État du Minnesota et les villes de Minneapolis et Saint-Paul. Et on va voir où cet engrenage va aller sur le plan juridique. Niagale Bakayoko, vous vouliez réagir tout à l'heure au plateau sur ces propos, ce risque pour Donald Trump et notamment cette fracture, notamment dans l'État du Minnesota. Oui, parce que en effet, on constate une polarisation. Moi, ce qui me frappe, c'est que on est face à deux pôles qui apparaissent de plus en plus irréconciliables, avec d'un côté certains qui mettent en avant une sorte de cancel culture de type woke et d'autres de type MAGA qui mettent en avant la volonté d'effacer de l'échiquier politique ceux qui s'opposent à eux. Et pour moi, on a quelque part un certain nombre d'ingrédients pour une certaine guerre civile en réalité. C'est ce que vous évoquiez au début. On en est dans les têtes, il y a déjà quelque chose. Il semble qu'il y a un dialogue qui est totalement rompu et on voit mal comment il pourrait se rétablir. Vous parliez de ce qui va se passer au Congrès peut-être avec cette tentative du côté des démocrates d'empêcher le vote du budget du ministère de l'Intérieur. Ça fait partie effectivement des instruments politiques à la disposition des États-Unis, mais plus largement au niveau sociétal, il me semble que la fracture ne cesse de s'approfondir et c'est ça qui est extrêmement préoccupant, notamment dans un pays où cette question du port d'armes, qui est malheureusement au cœur de cette tragédie qui vient de se produire, est particulièrement préoccupant. C'est un cas unique au niveau international, un État au sein duquel le recours aux armes à feu est au cœur de la vie politique et d'ailleurs de la Constitution. Vos mots sont forts quand même. Guerre civile, Marc Semo, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est fort quand même. On n'en est pas la guerre civile, mais quand vous voyez par exemple que des films sortent, type La Guerre civile, exactement, ou Une bataille après l'autre, oui. C'est quand même révélateur de quelque chose. Alors évidemment, il y a encore les États-Unis, mais en même temps, de moins en moins, on a la même idée de ce que sont les États-Unis. Et la partie de ceux qui peuvent passer de l'un à l'autre se réduit de plus en plus. C'est-à-dire, il y a deux narratifs qui sont complètement opposés, où il y a de moins en moins de passerelles, et surtout, on n'est plus comme à une époque où il y avait des faits et on divergeait sur les causes, des interprétations, les solutions à donner, mais désormais, on est dans deux réalités qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. Quand vous avez Trump, c'est lui-même, Trump qui parle, comme on le disait tout à l'heure, d'ennemis. C'est Trump lui-même qui fait ses références à la guerre civile. Au terrorisme. Et au terrorisme, etc. Donc on a totalement changé de dimension, même par rapport à ce que c'était à l'époque de Trump 1.